Bienvenue sur notre chaîne. Nous vous proposons aujourd'hui une histoire qui nous a traversé le cœur comme une lame froide. Installez-vous, vous allez en avoir besoin. Je ne sais pas exactement à quel moment j'ai compris que quelque chose allait se passer ce jour-là. Peut-être quand j'ai vu la voiture de Sandrine garée en diagonale devant le salon funéraire, comme si elle avait freiné en urgence et décidé que les règles de stationnement ne s'appliquaient pas aux gens en deuil. Peut-être avant ça, peut-être dès le matin, quand je m'habillais dans ma salle de bain trop petite et que je regardais mon reflet en pensant « Voilà, encore une fois, tu vas entrer dans une pièce où tu n'as pas vraiment ta place. Même si c'est l'enterrement de ta grand-mère, même si tu l'as aimée plus que n'importe qui d'autre dans cette famille. Je m'appelle Élise, j'ai 32 ans, et le jour où j'ai enterré Mémé Jeanne, c'est aussi le jour où j'ai compris que certaines personnes préparent leur vengeance depuis des années sans que personne ne s'en rende compte. Sauf ma grand-mère. Elle avait préparé la réponse. Mais je vais trop vite. Je fais toujours ça. Mémé Jeanne est morte un mercredi matin, tranquillement, dans son lit de la rue des Glycines, à Lyon. Elle avait 78 ans, un jardin qu'elle aimait plus que ses propres enfants, et une façon de vous regarder qui vous donnait l'impression d'être la seule personne qui comptait au monde. Quand l'infirmière m'a appelée, j'étais en salle d'attente à l'hôpital avec mes chaussures qui trempaient parce qu'il avait plu toute la nuit. Je me souviens que j'ai dit merci avant de raccrocher. Je sais même pas pourquoi. Merci. Comme si on m'avait annoncé une bonne nouvelle. Sandrine, la deuxième femme de mon père, avait pris les choses en main avant même que je puisse passer chez Mémé. Elle avait choisi le salon funéraire, les fleurs, la musique. Elle avait organisé les faire-part. Elle avait sélectionné les photos. Et quand j'ai appelé mon père pour lui demander si je pouvais participer à quoi que ce soit, il m'a dit, avec cette voix qu'il prend quand il veut éviter un conflit, « Sandrine s'en occupe très bien, Élise. Elle aime ça. Elle aime ça. Organiser des enterrements. » D'accord. Ce que mon père voulait dire, sans le dire, c'est que Sandrine aimait être au centre. Toujours. Dans toutes les pièces, à toutes les occasions. Les enterrements, les mariages, les anniversaires, les dîners de famille où j'arrivais parfois et où il n'y avait pas de couvert à ma place. Pas par oubli. J'ai mis du temps à comprendre que c'était jamais par oubli. Ma demi-sœur Camille, la fille de Sandrine, avait la même façon d'occuper l'espace. Elle s'asseyait toujours en premier, choisissait toujours le meilleur morceau, recevait toujours les compliments en premier. Et moi, j'étais là, un peu en décalage, un peu trop polie pour dire ce que je pensais, un peu trop bien élevée par une mère morte trop tôt pour apprendre à me défendre dans cette famille-là. Ma mère s'appelait Hélène. Elle est morte quand j'avais 11 ans. Mémé Jeanne, qui était la mère de mon père, m'a élevée autant que mon père, sinon plus. Elle était là pour tout. Les devoirs, les rhumes, les premiers chagrins d'amour, les concours d'entrée en école d'infirmière que j'ai réussi et que personne dans ma famille n'a vraiment fêté. Mémé Jeanne avait apporté une tarte aux fraises chez moi ce soir-là. Juste elle. Elle avait sonné à la porte et dit « Je savais que tu allais réussir. » J'ai fait la tarte hier soir, juste au cas où. Ces petits gestes, je les vois encore. Le salon funéraire sentait ce mélange étrange de fleurs coupées et d'air recyclé qu'on retrouve dans tous les endroits comme ça, partout en France. Cette odeur neutre qui est censée adoucir quelque chose qu'on ne peut pas adoucir. Il y avait des lys partout, des lys blancs en masse, sur les tables, autour du cercueil, dans des vases hauts et fins qui tremblaient légèrement chaque fois que quelqu'un passait trop vite. Mémé Jeanne détestait les lys. Elle disait que ça sentait la pharmacie et qu'elle préférait mourir entourée de tournesols que de finir comme une exposition florale dans un couloir d'hôpital. Il y avait des tournesols dans son jardin, chaque été. De grands tournesols jaunes qui se tournaient vers la lumière comme s'ils cherchaient quelqu'un. Personne n'avait demandé des tournesols. Je me suis assise au deuxième rang parce que le premier était déjà occupé par Sandrine, Camille et mon père qui regardaient droit devant lui avec l'expression de quelqu'un qui essaie très fort de ne pas être là. Il avait ce talent, mon père, être physiquement présent et complètement absent en même temps. Je l'avais vu faire pendant 20 ans. À mes remises de diplôme, à mes anniversaires, aux rares dîners de famille où Sandrine le laissait parler plus de 3 phrases d'affilée. Mes collègues de l'hôpital étaient venues. 3 d'entre elles, dans le fond, encore en tenue de ville parce qu'elles avaient enchaîné leur garde et la cérémonie sans passer chez elles. Je les avais aperçues en entrant et ça m'avait serré la gorge d'une façon que je n'attendais pas. Elles ne connaissaient pas Mémé Jeanne. Elles étaient là pour moi. C'était simple et ça valait tout. Sandrine a pris la parole après le discours du prêtre. Je savais qu'elle allait parler. Elle avait insisté pour faire quelque chose de personnel pendant la cérémonie
et personne n'avait eu le courage de lui dire non. Elle portait une robe noire, ajustée, qui ne ressemblait à rien qu'on porte pour un enterrement, mais ça ne m'étonnait plus. Sandrine avait toujours une façon de s'habiller qui vous rappelait que vous regardiez dans la mauvaise direction. Elle a commencé doucement. Jeanne était une femme généreuse, voix légèrement brisée, main sur le cœur. Peut-être trop généreuse parfois. Petite pause. Elle regardait la salle, pas le cercueil. Elle donnait sans compter à ceux qu'elle aimait, même quand ces personnes n'en avaient pas toujours besoin, même quand ça lui coûtait plus qu'elle ne le montrait. Dans la rangée devant moi, mon père a bougé les épaules. Un tout petit mouvement. Il savait ce qui venait. Certaines personnes, a dit Sandrine, et là sa voix a changé de registre, plus ferme, plus précise, ont profité de la bonté de Jeanne pendant des années, ont accepté son aide financière, sa générosité, son silence, et sont venues aujourd'hui avec une expression de chagrin que je trouve, elle a marqué une pause, difficile à comprendre. Ses yeux étaient sur moi, pas à côté, pas dans ma direction générale, sur moi. La salle a bougé. Ce frémissement collectif qui se passe quand les gens réalisent qu'ils sont témoins de quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Ma collègue Nathalie, dans le fond, m'a regardée avec un point d'interrogation sur tout le visage. J'ai serré mes mains dans ma robe. J'ai pensé à mémé Jeanne, à sa cuisine, à ce qu'elle m'avait dit une fois en remuant une soupe avec une cuillère en bois et un calme absolu. Ne te bats jamais avec quelqu'un qui est venu pour se salir, ma chérie. Tu finiras couverte de boue. Et lui, il aura adoré chaque seconde. Alors je n'ai pas bougé. Sandrine a pris ça pour de la culpabilité, évidemment. Je pense qu'il est important, a-t-elle continué, plus confiante maintenant, que les gens présents sachent que Jeanne n'était pas une personne illimitée, qu'elle avait ses limites, et que certains membres de cette famille ont largement dépassé ses limites en termes financiers depuis des années sans jamais rien redonner. Quelqu'un a toussé. Camille regardait ses mains, mon père regardait le sol. J'ai compris alors ce que Sandrine avait planifié. Elle avait attendu ce moment précis. La salle, pleine de gens de l'église de Mémé, de voisins, de collègues à moi qui ne connaissaient pas les codes. Elle avait attendu le moment où je ne pourrais pas répondre sans paraître hystérique, sans sembler confirmer exactement ce qu'elle disait. C'était bien pensé, je dois lui accorder ça. Ce que Sandrine n'avait pas prévu, c'est l'homme en costume gris anthracite qui se tenait près de la sortie latérale depuis le début de la cérémonie. Je l'avais remarqué en arrivant parce qu'il ne ressemblait à personne d'autre dans la salle. Pas un ami de Mémé, pas un voisin, pas un membre de la paroisse. Il tenait un dossier en cuir contre sa poitrine et il regardait la salle avec cette expression de quelqu'un qui attend le bon moment pour quelque chose de précis. Il s'appelait Maître Fontaine. Il était le notaire de ma grand-mère. Et quand Sandrine a terminé sa phrase sur les limites financières dépassées, il a avancé dans l'allée centrale sans élever la voix d'un seul décibel. « Madame Rousseau ?» C'est tout ce qu'il a dit. Sandrine s'est retournée. Elle avait encore le tissu à la main, ce geste de la femme éplorée qu'elle avait soigneusement entretenu depuis 20 minutes. Je représente la succession de Jeanne Moreau. J'ai été chargée d'être présent aujourd'hui dans le cas où certaines allégations seraient formulées publiquement. Le silence dans la salle était d'une qualité particulière, dense, presque physique. Sandrine a ri, un rire court, sec, légèrement déplacé. « Pardon ?» Jeanne avait anticipé cette situation, a dit Maître Fontaine, et il a sorti 2 enveloppes d'un compartiment de son dossier. J'ai vu l'écriture sur la première enveloppe avant même qu'il la tende dans ma direction. Cette écriture penchée, un peu pressée, avec les boucles des L et des D qui se rejoignaient toujours. L'écriture des listes de courses, des cartes d'anniversaire, des petits mots glissés dans mes poches de manteau quand j'avais 16 ans et que j'en avais besoin. L'écriture de mémé Jeanne. Il était écrit « Pour Élise, si on lui ment devant du monde ». Sandrine a vu les mots et j'ai vu quelque chose quitter son visage. Pas la tristesse, elle n'en avait jamais vraiment eu. Quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de la peur. Maître Fontaine s'est tourné vers moi. « Élise, Jeanne m'a demandé de vous lire cette lettre uniquement avec votre accord. » Tous les instincts que j'avais développés depuis l'enfance ont crié en même temps. Ne fais pas de scène, ne donne pas à Sandrine une raison de plus. Sois raisonnable, sois discrète, disparais un peu, c'est plus simple comme ça. Puis j'ai regardé mon père. Il regardait ses chaussures. Pas moi, pas Sandrine, ses chaussures. Et j'ai compris que rien ne changerait jamais si je continuais à protéger les gens qui ne me protégeaient pas. Oui, j'ai dit, lisez. Ma voix était plus petite que je l'aurais voulu, mais elle a traversé la salle entière. Maître Fontaine a déplié les pages. Elles étaient manuscrites,
3 feuillets remplis recto verso, l'encre légèrement plus appuyée dans les passages importants, comme si Mémé avait voulu s'assurer que les mots s'impriment bien dans le papier, et par là, dans la réalité. À ceux qui entendent ceci, a commencé Maître Fontaine, je suis morte, ce qui est désagréable, mais prévisible. Si cette lettre est lue, c'est que Sandrine a fait ce que je savais qu'elle ferait, et que mon fils a fait ce qu'il fait toujours. Tante Brigitte, la sœur de mon père, assise au 3e rang, a émis un son. Je vais aller à l'essentiel parce que j'ai passé trop de temps à ne pas aller à l'essentiel. Élise n'a jamais pris d'argent chez moi. Jamais. Il y a 12 ans, elle a emprunté 400 € pour une réparation de voiture et elle me les a rendus en 3 mois, malgré moi. Depuis, chaque fois que je lui ai proposé de l'aide, elle a refusé avec un entêtement qui m'a parfois rendue folle et que j'admirais en secret. Quelqu'un dans la salle a soufflé doucement, pas de rire. Quelque chose de plus doux que ça. En revanche, a continué Maître Fontaine, et sa voix était parfaitement neutre, professionnelle, ce qui rendait les mots encore plus tranchants. Voici ce que les relevés bancaires des 5 dernières années montrent réellement. Il a sorti une feuille pliée, séparée de la lettre, des virements d'Élise vers les fournisseurs d'énergie de Jeanne Moreau, des paiements de pharmacie, des règlements de frais de kinésithérapie après la fracture du bassin, des avances pour les aides à domicile que Jeanne avait besoin d'augmenter après son opération. Total sur 5 ans, 17 200 €, sorti du compte d'Élise, pas du compte de Jeanne. La salle a changé de texture, c'est la seule façon de le dire. L'air était différent. Sandrine s'était levée à moitié. Ces chiffres sont... Elle a pu forcer Jeanne à... Madame Rousseau, Maître Fontaine n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Je vous conseille de ne pas finir cette phrase. Camille a attrapé le poignet de sa mère, pas pour la soutenir, pour la faire taire. La lettre continue, a dit Maître Fontaine. Jeanne écrit. Je souhaite également que certaines choses soient dites publiquement, puisque certaines choses ont été dites publiquement contre ma petite fille. La carte bancaire que Sandrine m'a demandé d'ajouter à mon compte en 2020 au titre de dépenses médicales. Je peux détailler les dépenses en question si nécessaire. Une cuisine refaite rue Pasteur, des meubles de salon, des frais d'hôtel à Biarritz que j'ai retrouvés dans un relevé en demandant à ma pharmacienne de m'aider à lire le tableau, parce que mon fils m'avait suggéré de laisser Sandrine gérer mon courrier. Mon père a dit « Sandrine » d'une voix que je ne lui connaissais pas, basse, presque inaudible, comme si le mot lui coûtait physiquement. Elle n'a pas répondu. J'ai proposé à Sandrine de régler la situation discrètement, a lu Maître Fontaine. Elle a refusé. J'ai demandé à mon fils de regarder les relevés avec moi. Il m'a suggéré de me reposer et m'a demandé si Élise m'avait mis des idées dans la tête. C'est à ce moment-là que j'ai pris un rendez-vous chez mon notaire. Tante Brigitte s'est levée, pas précipitamment, avec cette lenteur de quelqu'un qui a pris une décision. Elle a regardé Sandrine et dit simplement « C'est pour ça que maman a changé les serrures l'an dernier. » Sandrine a tourné la tête. Ce n'est pas. Elle m'a appelée en pleurant. Elle disait que des choses disparaissaient. Des bijoux, de l'argent liquide dans la boîte en fer qu'elle gardait sous l'évier. Brigitte avait une voix parfaitement calme qui était plus terrifiante que n'importe quelle colère. « Et toi, tu m'as appelé 2 jours après pour me dire qu'Élise était instable et que je ne devais pas la croire si elle me racontait des choses sur vous. » Le mot a atterri dans la salle comme un objet qu'on lâche par accident. Instable, ce mot. Je l'avais entendu 2 fois dans ma vie, venant de Sandrine. Une fois, quand j'avais 20 ans et que j'avais osé dire à mon père que je ne me sentais pas la bienvenue chez eux. Une fois, quand j'avais 26 ans et que j'avais demandé où étaient passées les boucles d'oreilles en perles de ma mère, les perles qu'elle portait sur toutes les photos de leur mariage, que mon père avait gardées pour moi et qui avaient disparu un Noël entre un dîner et le matin suivant. Ces perles. Petites, rondes, un peu irrégulières parce qu'elles étaient vraies, pas parfaites. Ma mère les portait sur toutes les photos de leur mariage. Mon père les avait mises de côté pour moi. Puis elles avaient disparu et Sandrine m'avait dit que j'avais probablement mal cherché, que j'étais distraite, que c'était ma faute si je perdais les choses auxquelles je tenais. J'avais 16 ans. J'avais cru que c'était ma faute pendant 18 ans. Maître Fontaine a sorti la 2e enveloppe. Cette lettre, a-t-il dit, devait être ouverte uniquement si Sandrine Rousseau niait les faits contenus dans la première ou réitérait des accusations contre Élise. Sandrine a dit non, d'une voix qui n'avait plus rien de la veuve éplorée. C'était autre chose. C'était quelqu'un qui voit arriver quelque chose qu'elle ne peut pas arrêter. Maître Fontaine a ouvert l'enveloppe. Je lis l'explication de Jeanne concernant la modification de son testament, a-t-il annoncé. Mon père a blêmi.
Il n'avait pas bougé depuis plusieurs minutes, figé dans une posture qui ressemblait à quelqu'un qui attend que le sol s'ouvre sous lui. Mon fils était désigné exécuteur testamentaire dans mon précédent testament. J'ai révoqué cette désignation. Pas dans la colère, même si la colère aurait été justifiée, dans la lucidité. Mon fils a confondu la fidélité avec la capitulation pendant 30 ans. Il a préféré croire que j'étais sénile plutôt que d'admettre que sa femme se servait. Il a demandé à Élise de s'excuser pour des faits qui n'ont pas eu lieu. La regarder ailleurs pendant que sa fille disparaissait de la famille. C'est une forme de lâcheté que l'amour ne peut pas continuer à excuser. Mon père a fait un son. Je ne saurais pas le décrire. Court, étouffé, comme quelque chose qui se ferme. Je laisse à mon fils 1 euro et mon pardon écrit s'il trouve un jour le courage de le mériter. Camille avait cessé de faire semblant depuis un moment. Elle pleurait, vraiment, les joues rouges, les mains croisées sur ses genoux, et elle ne regardait pas sa mère. Elle regardait la table devant elle avec l'expression de quelqu'un qui fait le compte de tout ce qu'elle aurait dû dire et ne dira plus. À Sandrine Rousseau, je ne laisse rien. Elle a déjà pris plus que ce que j'ai jamais voulu lui donner. Sandrine s'est levée. C'est illégal. Vous ne pouvez pas... Asseyez-vous, a dit tante Brigitte d'une voix que je ne lui avais jamais entendue non plus. Sandrine ne s'est pas assise, mais elle n'a plus parlé. À ma petite fille Élise, a lu maître Fontaine, et sa voix a légèrement changé, imperceptiblement plus douce. Je laisse ma maison de la rue des Glycines. Je lui laisse l'intégralité de mes économies liquides. Je lui laisse les boucles d'oreilles en perles de sa mère Hélène, si elles peuvent être récupérées. Et je lui laisse tout ce qui est inventorié dans la liste préparée avec mon notaire. La maison de la rue des Glycines. La maison avec le couloir qui craquait au 3e pas. La maison avec la cuisine où Mémé faisait son pain le dimanche matin et où j'avais appris à faire la pâte brisée en la regardant recommencer 3 fois jusqu'à ce que ce soit parfait. La maison avec le jardin et les tournesols. Cette maison que Sandrine avait mentionnée, pas discrètement, à plusieurs reprises, en parlant de ce qu'elle ferait avec le bien immobilier une fois les choses réglées. Camille a dit, tout bas, les perles. Tout le monde la regardait. Elle avait les mains serrées. Elle fixait la table. Les boucles d'oreilles en perles. Maman me les a données quand je me suis fiancée. Elle m'a dit que c'était à elle, que papy les lui avait offertes. Mon père s'est tourné vers Sandrine, si lentement que ça en était presque irréel. Tu m'as dit qu'Élise les avait perdues. Sandrine n'a pas répondu. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit que sa fille avait perdu les boucles d'oreilles d'Hélène. Toujours rien. Camille a dit « Je ne savais pas ». Sa voix s'est cassée sur le dernier mot. Je te jure que je ne savais pas. Je voulais être en colère contre elle. J'avais préparé cette colère pendant des années, sans savoir exactement à quoi elle allait servir. Mais ce que j'ai vu sur le visage de Camille en ce moment-là, c'était quelqu'un qui réalisait que sa mère lui avait aussi menti à elle. Différemment, mais quand même. « Je vais aller chercher les perles », a-t-elle dit. « Ce soir, je vous les rapporte. » Sandrine a murmuré quelque chose. Je n'ai pas entendu quoi. Personne n'a cherché à l'entendre. Maître Fontaine a fermé son dossier. Pas avec satisfaction. Avec cette neutralité professionnelle, des gens qui ont l'habitude de voir des familles se défaire dans leur bureau et qui ont appris à ne pas emmener ça chez eux. « Il reste une vidéo », a-t-il dit. Jeanne a demandé qu'elle soit visionnée après la cérémonie par les personnes concernées. Sandrine a attrapé son sac. « Je pars. »« Vous êtes libre de partir », a dit maître Fontaine. « Mais votre départ sera noté dans le cadre de la procédure. » Le mot « procédure » a fait l'effet d'une clé qui tourne dans une serrure. « Procédure » a dit mon père. Jeanne a déposé une plainte préventive documentée. Si la succession est contestée ou si des biens supplémentaires manquent à l'inventaire, le dossier sera transmis au tribunal. Camille a attrapé le poignet de sa mère. Cette fois, c'était différent d'avant. Avant, elle voulait la faire taire. Là, elle l'empêchait de fuir. Sandrine s'est rassise. La cérémonie s'est terminée comme une cérémonie qui a survécu à quelque chose. Le prêtre a conclu avec 2 mots sur la vérité, sur le courage de dire les choses difficiles, et j'ai eu l'impression qu'il improvisait à partir de ce qu'il venait de voir, qu'il ne savait pas quoi faire d'autre que de l'intégrer dans sa prière. Les gens de l'église de Mémé ont défilé devant le cercueil. Certains m'ont serré la main plus longuement que d'habitude. Certains n'ont rien dit, mais leur regard voulait dire quelque chose. Nathalie m'a pris le bras dans le couloir et a dit « Tu savais ?» Et j'ai dit « Non, rien du tout. » Et elle a secoué la tête lentement, comme si elle refaisait un calcul. 20 minutes plus tard, nous étions dans une petite salle attenante. Maître Fontaine, son associé Priya, moi,
mon père, Sandrine, Camille, tante Brigitte, qui avait décidé qu'on ne l'exclurait pas. L'air sentait le café froid et quelque chose de tendu que personne ne voulait nommer. La vidéo a été lancée sur un ordinateur portable posé sur la table. Mémé Jeanne est apparue à l'écran, dans sa cuisine, avec le carrelage blanc et rouge qu'elle refusait de changer depuis 30 ans, avec la vieille cafetière en émail sur le bord de la fenêtre. Avec son cardigan jaune pâle, celui que je lui avais offert il y a 3 Noëls et qu'elle portait les jours où elle voulait se sentir bien. Elle avait les cheveux mal épinglés d'un côté, comme toujours quand elle se coiffait seule, et elle regardait la caméra avec cet air qu'elle avait, direct, un peu amusée de son propre courage. « Bonjour à tous !» a-t-elle dit. « Si vous regardez ça, c'est que je suis morte, ce qui est regrettable, mais prévu. Et c'est que certaines choses ont été dites qu'il fallait corriger. » Tante Brigitte a mis la main sur sa bouche. Mémé a regardé un peu plus près de la caméra. « Je vais parler à Élise en premier. » Pause. « Ma chérie, tu as passé trop d'années à te faire toute petite pour qu'on t'aime. Ce n'était pas à toi de faire ça. Ce n'a jamais été ton travail. Moi j'ai vu chaque fois. Et je m'en excuse parce que j'aurais dû dire les choses à voix haute plus tôt, quand j'étais encore là pour tenir ta main pendant que je les disais. » Ma gorge s'est fermée. « À mon fils. » Sa voix a changé. Pas dure. Quelque chose de plus triste que la dureté. « Je t'aime. Tu es mon enfant. Mais l'amour n'est pas un bandeau sur les yeux. Tu as laissé ta femme effacer ta fille pendant 20 ans et tu as appelé ça de la paix. C'est pas de la paix, c'est de la lâcheté confortable. Il y a une différence. » Mon père regardait l'écran et je ne voyais pas son visage, mais je voyais ses mains sur la table, les 2 pommes à plat, comme quelqu'un qui essaie de ne pas tomber. Mémé a pris une gorgée de café. Même là, elle prenait son temps. « Sandrine, je t'ai proposé une sortie discrète. Tu as refusé. J'ai les enregistrements de nos conversations téléphoniques. J'ai les relevés. Mon notaire sait quoi en faire et quand. » Petite pause. Je ne suis pas sénile, je ne l'ai jamais été. Je prenais seulement le temps de rassembler les preuves avant d'agir. C'est ce que les gens patients font. Sandrine regardait le mur. « Concernant la maison, » a continué Mémé, « Élise, tu as réparé la rambarde du jardin 3 fois parce que je n'osais plus appeler quelqu'un. Tu as organisé mes médicaments dans ce petit organisateur à tiroirs et tu as écrit le nom des jours de la semaine dessus avec des lettres assez grandes pour que je les lise sans mes lunettes. Tu as dormi sur mon canapé après mon opération parce que tu avais peur que je tombe la nuit et que personne ne soit là. C'est pour ça que c'est toi qui hérites de la maison. Pas parce que tu es ma préférée, même si tu l'es un peu. » Un rire est sorti de moi. Je ne l'avais pas décidé. Il était là avant que j'aie le temps de le retenir. « Une dernière chose, » a dit Mémé. Et là, elle regardait vraiment la caméra, comme si elle me regardait moi. « La clé du coffre à la banque n'est pas perdue. Élise sait où elle est, même si elle ne le sait pas encore. Cherche là où tu as appris que les belles choses peuvent survivre à l'hiver. » La vidéo s'est arrêtée. Le silence a duré plusieurs secondes. Puis Maître Fontaine a dit « La clé ». Et moi, j'ai su. Immédiatement, sans hésitation. Mémé Jeanne plantait des tournesols chaque été depuis que j'avais 9 ans, l'été après la mort de ma mère, parce que je lui avais dit que le jardin semblait triste, et qu'elle avait dit que les jardins tristes, c'était réparable. Elle conservait les graines chaque automne dans une boîte en fer jaune sur l'étagère du cellier. Sur le couvercle, écrit au marqueur noir, dans son écriture penchée, « Les graines d'Élise, pour le printemps ». Je n'y avais jamais touché. C'était pour le printemps. Maître Fontaine m'a conduit à la maison de la rue des Glycines. Tante Brigitte a insisté pour venir. Mon père a demandé, à voix basse, dans le couloir du salon funéraire, si je le laissais venir aussi. J'ai failli dire non. Ce non était là, près, juste derrière mes dents. Puis je l'ai regardé, pour de vrai. Pas avec la fille qui attendait qu'il choisisse son camp. Avec quelqu'un qui avait compris que certaines personnes restent prisonnières de leurs propres erreurs et que les y laisser pour toujours ou les laisser en sortir, c'était une décision que je pouvais prendre une seule fois. « Tu peux venir, » j'ai dit, « mais tu m'écoutes. Tu ne parles pas pour moi, tu ne défends personne, tu ne demandes pas à tout le monde de se calmer. Tu viens en témoin. » Il a hoché la tête, le mouvement d'un homme qui accepte les conditions parce qu'il n'a plus rien à négocier. La maison de la rue des Glycines sentait exactement comme dans mon souvenir. Ce mélange de vieux bois, de savon au citron et vaguement de romarin depuis le pot sur le rebord de fenêtre de la cuisine. L'absence de Mémé était là, présente dans chaque pièce, pas comme un vide mais comme un creux chaud, comme la forme que laisse quelqu'un dans un fauteuil longtemps après être parti. J'ai traversé la cuisine sans m'arrêter.
J'ai ouvert la porte du cellier. L'étagère du haut, derrière la boîte de farine et le pot de confiture. La boîte en fer jaune. Je l'ai descendue avec des mains qui tremblaient légèrement. Elle était plus lourde que dans mon souvenir. À l'intérieur, des graines enveloppées dans du papier de soie. Et en dessous, collée avec du scotch au fond de la boîte, une petite clé en laiton. Tante Brigitte a dit, très doucement, « Oh maman ». Le lendemain matin, nous sommes allés à la banque. Le coffre contenait les boucles d'oreilles en perles de ma mère, une enveloppe de documents, des bons d'épargne achetés à ma naissance, et un dernier mot, plié en 4 sur du papier bleu, l'écriture plus tremblante que les autres, mais tout aussi lisible. « Élise, si tu lis ça, tu as su trouver. Les perles n'ont jamais été perdues. Elles t'attendaient. » Comme toi tu as attendu sans jamais vraiment savoir quoi. Les bons sont à ton nom depuis ta naissance. Ta mère voulait que tu aies un commencement que personne ne puisse prendre. Je les ai gardés pour elle. Maintenant, je te les donne pour toi. Pour le reste, fais ce qui te laisse dormir. Pas ce qui venge, ce qui guérit. Avec tout mon amour. Mémé Jeanne. J'ai pleuré. Pas proprement, pas avec retenue. J'ai pleuré comme quelqu'un qui relâche quelque chose qu'il tient depuis si longtemps que les muscles ont oublié comment faire autrement. Camille est venue chez moi le soir même, avec les boucles d'oreilles dans un petit sac en velours rouge. Elle était sans maquillage, les yeux gonflés, et elle a sonné à ma porte avec l'expression d'une personne qui n'est pas sûre d'être la bienvenue. « Je ne savais pas », a-t-elle dit. « Pour les perles, je te jure. Je te crois pour les perles », j'ai répondu. « Mais tu savais pour le reste. Tu savais qu'on me blâmait pour des choses que je n'avais pas faites et tu n'as rien dit. » Elle n'a pas protesté. C'est peut-être ce qui m'a le plus frappé. Elle a juste dit oui, et elle a baissé les yeux. « Ça, tu vas devoir vivre avec », j'ai dit. J'ai pris le sac en velours, j'ai dit bonne nuit, j'ai refermé la porte. La succession s'est réglée dans les mois qui ont suivi. Sandrine a d'abord tenté de contester, puis les enregistrements ont été évoqués, puis les relevés détaillés, puis la procédure pénale possible. Elle a transigé. L'argent récupéré est allé à la succession. J'ai choisi de ne pas en garder pour moi, personnellement. J'ai fait un don à l'association de quartier qui livrait des repas aux personnes âgées seules, à Lyon, l'association que Mémé Jeanne avait soutenue chaque année avec la même discrétion qu'elle mettait à tout ce qui comptait vraiment pour elle. Mon père a écrit une lettre, pas un message, une vraie lettre, à la main, 3 pages, avec des ratures parce qu'il cherchait ses mots. Il disait qu'il avait confondu le silence avec la paix, qu'il avait laissé quelqu'un gérer la vérité parce que c'était plus simple que de la regarder lui-même, qu'il savait que « désolé » était trop petit. Il avait raison, c'était trop petit. Mais c'était la première chose honnête qu'il m'avait écrite depuis très longtemps. Il est venu à la maison de la rue des Glycines un samedi, au printemps. J'étais en train de peindre le volet de la fenêtre de la cuisine qui s'écaillait depuis l'hiver. Il a regardé autour de lui, comme quelqu'un qui revisitait un endroit que la mémoire avait agrandi. Puis il a dit « Je peux réparer la marche de l'entrée ». Elle a toujours grincé. Je lui ai dit d'accord. Il a réparé la marche. On a bu un café dans la cuisine sans parler de ce qui s'était passé. Parfois, c'est comme ça que les choses recommencent. Pas avec de grandes réconciliations théâtrales, avec du café et une marche réparée. Le printemps suivant, j'ai planté des tournesols dans le jardin. Pas à la même place que Mémé, un peu plus vers la gauche, où le soleil tape plus longtemps l'après-midi. Ils ont poussé haut, avec cette façon qu'ils ont de vous regarder en face, de ne pas chercher l'ombre, de tourner vers la lumière comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le matin où ils ont fleuri pour la première fois, je portais les boucles d'oreilles en perles de ma mère. Je les avais mises pour la première fois depuis qu'on me les avait rendues. Petites, rondes, légèrement irrégulières. Vraies. Je me suis assise sur le banc du jardin avec mon café et j'ai regardé les tournesols. Et j'ai pensé à Mémé Jeanne, qui avait passé les dernières années de sa vie à construire silencieusement quelque chose que personne autour d'elle ne voyait. Non pas pour se venger, pour que la vérité survive à sa mort. Elle n'avait pas pu tout réparer de son vivant. Certaines choses ne se réparent pas de l'intérieur. Mais elle m'avait laissé un endroit où me tenir pendant que le reste trouvait sa place. Je ne sais pas si j'aurais pu faire la même chose. Garder ce calme pendant des années, documenter, préparer, laisser les gens croire qu'ils gagnaient pendant que tu t'assurais tranquillement qu'ils ne gagneraient pas. Je pense que ça demande un type de patience que j'ai peut-être reçu en héritage, mais que je n'ai pas encore tout à fait appris à utiliser.
Ce que je sais, c'est que depuis ce jour-là, je ne rends plus les couverts en trop. Je ne me fais plus toute petite pour tenir dans des espaces qu'on m'a laissés par défaut. Et quand quelqu'un me dit que quelque chose n'est pas pour moi, je lui demande d'expliquer pourquoi. Mémé Jeanne m'a laissé une maison, mais ce n'est pas vraiment ce qu'elle m'a laissé. Elle m'a laissé la preuve que la vérité peut attendre le bon moment si quelqu'un prend le soin de la garder en vie. Quelques mois ont passé depuis l'enterrement. Parfois, le soir, je m'assieds dans la cuisine de la rue des Glycines avec la vieille cafetière en émail sur le bord de la fenêtre, celle que j'ai gardée exactement à sa place, et je repense à tout ça différemment qu'avant. Je repense à toutes les fois où j'aurais pu parler et où j'ai choisi de me taire parce que c'était plus poli. Je me demande ce que ma vie aurait été si j'avais appris plus tôt que se taire par gentillesse et se taire par peur, ce n'est pas du tout la même chose. Et je pense à Mémé, qui savait la différence depuis toujours, et qui a attendu, patiemment, de me la montrer au moment où je serai enfin prête à la recevoir.